Je remercie l'ami Thibault pour m'avoir invité à cette conférence et vous excuserez mon français. Je ferai ce que je peux. Sommes-nous tous dépressifs? Je dois changer la diapositive. Et la question que Pauline Garrod se pose en donnant ce titre à son livre, Delville 2005, elle affirme: alors, n'ayons plus peur des mots. Déprime ou vraie dépression, s'il n'est pas toujours très facile de faire la part des choses, essayer de s'en sortir dès le départ est une démarche positive. Une vraie dépression a plus chance de guérir sans récidive si elle est prise en charge à temps. Partons en connaissance des causes à l'assaut de ces mots qui dérangent afin de se retrouver très vite sur le chemin de la joie de vivre. On pourrait raisonner de la même façon en se demandant: sommes-nous tous dépressifs et ou neuro-esclaves? Sommes-nous tous neuro-esclaves? Ou plutôt, y a-t-il un lien entre la dépression rampante et l'action rampante de neuro-esclavage exercée par les systèmes dans lesquels l'humanité vit aujourd'hui? Il se peut que la propagation apparemment imparable de troubles dépressifs soit l'expression psychophysique et clinique d'une vie qui se sent de plus en plus conditionnée, avec des perspectives incertaines, incapable de réagir au système, compte tenu de l'écart énorme et croissant en termes de puissance et de moyens scientifiques et technologiques qui séparent la population en général d'une part et l'élite financière et technocratique de l'autre, et rend de plus en plus impraticables et vides les principes de la démocratie, la participation populaire dans les processus législatifs et politiques de la société. Cette asymétrie, sans précédent dans l'histoire de l'humanité, fait penser à l'auto-extinction des Indiens autochtones américains, les Esquimaux, les aborigènes australiens, dans leur relation avec la civilisation occidentale qui les supplantait. Ces considérations nous connectent à un principe formulé par Marco Della Luna dans un essai de 2010, Oligarchie pour les peuples superflus, l'ingénierie sociale de la décroissance malheureuse, que j'espère voir bientôt traduit en français. Un principe mentionné aussi dans Neuroesclave et qui m'a vraiment frappé, à savoir que les gens sont devenus superflus. Le concept est le suivant. La technologie contemporaine, en particulier l'Internet, avec la financiarisation de l'économie et la mondialisation, a conduit à la concentration mondiale du pouvoir au profit des oligarchies, d'une part, et d'autre part à la forte réduction du nombre des humains nécessaires au fonctionnement du système de pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir réel n'a plus besoin de larges masses de travailleurs, des agriculteurs, des soldats qui étaient au contraire nécessaires pour le pouvoir quand celui-ci était territorialement divisé en États-nations séparés. En ces temps-là, l'élite française, par exemple, avait besoin du peuple français, travailleurs, colons, soldats, pour se défendre, se faire valoir, s'enrichir par rapport aux élites dirigeantes des autres pouvoirs, de l'Espagne ou de l'Angleterre. La survie du peuple devait donc être assurée, ainsi que son état de santé général et son bien-être global. Il ne pouvait être sacrifié et remplacé par d'autres gens. Ce besoin produisait un lien de solidarité de l'élite française avec le peuple français, même si elle l'exploitait. Aujourd'hui, ce n'est pas plus le cas, car il n'y a plus une élite spécifiquement française liée au territoire. Dans les villages planétaires, personne n'est un citoyen, mais tout est un numéro.
Aujourd'hui, le peuple français, comme les autres, est interchangeable avec d'autres peuples. S'il s'oppose au modèle de réorganisation sociale, économique, juridique qu'on lui fait tomber dessus, il peut être soumis à un traitement très sévère, comme le peuple grec. En outre, l'élite contemporaine, mondialisée et super technologisée, n'a plus besoin des masses, c'est-à-dire d'un grand nombre de travailleurs, agriculteurs, chasseurs et producteurs divers. Pour cette raison, elle peut se permettre de réduire la quantité de la population humaine ainsi qu'on a réduit la quantité de la population des chevaux et de bœufs dès que les machines à moteur les ont supplantés. En tant que psychiatre, je pense que ces faits, cette nouvelle condition humaine, explique la propagation de la dépression comme une pandémie sociale. La réponse que nous, moi et Marco Della Luna, donnons est donc oui, inévitablement, nous sommes tous neuroesclaves. Toutefois, il y a des gradations remarquables et nous pouvons affirmer qu'on a plus de chances de guérir si cette condition est prise en charge à temps. Partons en connaissance de cause à l'assaut de ces mâles. Les néologismes et l'icône que nous avons créés sur la couverture du livre ont connu un grand succès en Italie. On trouve par exemple des forums sur Internet où la jeune fille se déclare neuroesclave de son copain. Un député de l'opposition au Parlement de Rome a lu 20 pages de neuroesclaves sans citer les livres, mais il a été découvert et l'affaire a intéressé la presse nationale au point de faire la première page des journaux les plus importants. L'image de l'homme à la tête rasée avec les codes à barres et les câbles qui en sortent a été vue dans certaines rues de nos villes. Dans les livres, deux idées sur l'être humain profondément enracinées dans la tradition occidentale, ancienne et moderne, sont soumises à une critique théorique et empirique. Numéro 1, qu'il soit fondamentalement rationnel. 2, qu'il soit un individu dans le sens d'une unité psychique essentiellement homogène qui manifeste des caractéristiques constantes dans le temps sur la base desquelles il est possible de prévoir les comportements. En fait, c'est à chaque fois le contraire qui est vrai. Dans Neuroesclave, il est soutenu que la manipulation mentale est non seulement possible, mais toujours pratiquée, et tend à la croissance exponentielle, compte tenu des progrès technologiques dont elle peut bénéficier. Car, 1. La plupart du temps, l'être humain est dans un état subhypnotique, gouverné par des fantasies liées à l'environnement interne et externe, selon des modalités semi-automatiques, dans lesquelles les processus logiques rationnels ont très peu d'espace. 2. Différentes subpersonnalités au sein de l'esprit sont constamment en concurrence les unes avec les autres pour l'accès à l'unité des commandes, en fonction de nombreux facteurs externes, circonstances, personnes et internes, traces amnésiques activées, état du corps, représentation mentale. En ce qui concerne l'affirmation du premier point, loin d'être hypothétique, anecdotique, elle s'appuie sur des récentes découvertes neuroscientifiques fondamentales apportées par le groupe de l'américain Marcus Rachel, 2001. Selon les données expérimentales de ces recherches, nous pouvons comparer deux modalités de fonctionnement cérébral, activables, si l'on peut dire, par un bouton de commutation. 1. Les réseaux de modes par défaut, c'est-à-dire les réseaux de la tâche négative, et 2. les réseaux de la tâche positive.
Les réseaux du mode par défaut cérébral consistent en une série d'aires connexes qui fonctionnent au maximum lorsqu'une grande partie du cerveau est au repos. Il est actif lors d'un rêve éveillé quand nous laissons notre esprit divaguer. Les RMD fonctionnent pendant la plupart du temps. Quand le cerveau se trouve dans cet état, il est dans une phase introspective autoréférentielle. Selon certains scientifiques, une difficulté ou une incapacité à sortir de l'état de RDM et de passer au RTP serait en corrélation à des troubles mentaux tels que dépression, schizophrénie et même maladie d'Alzheimer. Sans arriver à de tels états pathologiques, on pourrait ainsi supposer, c'est mon idée, qu'il existe une variété de profils dans la population, dans le sens où certains individus ayant physiologiquement une plus grande tendance à rester dans l'état de RMD auraient besoin de stimuli plus forts pour passer au RTP. Ces sous-ensembles de la population seraient donc plus aisément manipulables, moins autonomes et plus prévisibles sur le plan comportemental, voire gouvernés par le chaos, ingénierie sociale et mondialisation. Nombreux sont les scientifiques qui retiennent que le RMD a deux nœuds majeurs, l'un dans le cortex singulaire postérieur avec le précuneus, l'autre dans le cortex préfrontal médian. Les RMD s'éteint quand un sujet se concentre sur le travail à accomplir. Les RTP se mettent alors en marche, centrés sur l'action, activés donc par des stimuli qui orientent l'activité vers un but, avec des activations du RMD. Les sillons intrapariétales, le champ frontal oculaire ainsi que les aires médio-temporelles sont les nœuds positifs et ils sont très nettement en corrélation avec des régions impliquées dans l'attention focalisée et dans la mémoire du travail. Je dois ici souligner la similarité entre ces découvertes des neurosciences et la pensée d'un grand écrivain, comme fréquemment il arrive. On peut penser à cet égard à l'œuvre d'un grand écrivain français comme Marcel Proust. Les grands écrivains ont la capacité de saisir ce qu'on appelle les gestalten naturelles. Je parle en ce cas de Robert Musil qui, dans son roman inachevé L'homme sans qualité, 1938, distingue dans son analyse des sentiments deux conditions absolument différentes. La première, l'état dans lequel les sentiments sont bien définis, déterminés et mènent à l'action, qui à son tour modifie le sentiment initial. Et deuxième, l'état dans lequel les sentiments sont vagues et l'énergie mentale semble être réduite. Dans les derniers cas, il s'agit d'un état d'indifférence, d'indétermination et de manque d'intérêt à l'égard du monde. C'est une condition qui a quelque chose d'indéfinissable, magique, dit l'auteur Robert Musil. Le deuxième des deux principes fondamentaux de notre essai neuroesclave concerne le divisé. C'est l'argument de subpersonnalité qui semble jouer un rôle extrêmement important dans les vicissitudes du comportement, dont l'étude a été incroyablement négligée jusqu'à récemment. Rowan, 1990, propose une définition préliminaire, une région semi-permanente ou semi-automatique de la personnalité, et continue. La plupart d'entre nous a eu l'expérience d'être soumis au contrôle d'une partie de nous-mêmes que nous ne savions pas être présente. Nous disons « je ne sais pas ce qui m'est arrivé ». Il s'agit généralement d'une expérience négative, mais elle peut également être positive. La façon avec laquelle nous reconnaissons habituellement la présence d'une subpersonnalité est le fait que nous agissons
dans une situation donnée d'une manière que nous n'aimons pas ou qui doit être contre nos intérêts, incapables de changer tout cela par un acte de volonté ou une décision consciente. Tout cela dure aussi longtemps que la situation est en place, peut-être quelques minutes, peut-être une heure, peut-être quelques heures, puis change lorsque nous quittons cette situation et passons à une autre. En conclusion, Rowan soutient qu'au lieu d'avoir une seule personnalité monolithique, il y a beaucoup de subpersonnalités en nous qui sont activées ou sommeillent en fonction des circonstances internes et externes. Cela explique pourquoi nous pouvons aimer et haïr quelqu'un dans le même temps et pourquoi nous suivons des régimes amaigrissants le jour, puis que nous nous bourrons le soir. L'exemple extrême de ces concepts est représenté par les troubles dissociatifs de l'identité, anciennement connus comme troubles de personnalité multiple, ainsi décrits dans le DSM-4 de l'American Psychiatric Association 1994. La manifestation essentielle de ce trouble est la présence de deux ou plusieurs identités ou états de personnalité qui, de façon récurrente, prennent le contrôle du comportement. Chacun des états de personnalité peut être vécu comme s'il avait une histoire personnelle, une image de soi et une identité distincte, y compris un nom distinct. Habituellement, il y a une identité primaire qui porte le nom officiel du sujet et qui est passive, dépendante, avec une tendance au sentiment de culpabilité et à la dépression. La manifestation essentielle de la maladie est la présence de deux ou plusieurs identités ou états de personnalité qui ont un contrôle récurrent du comportement. Des identités particulières peuvent apparaître dans des circonstances particulières et peuvent différer de l'âge et du sexe rapporté, du vocabulaire, des connaissances générales ou dans les affections qui prédominent. Dans le vécu, les identités alternatives peuvent prendre le contrôle en série, l'une au détriment de l'autre, et nier la connaissance mutuelle, se critiquer les unes les autres, ou sembler être en conflit ouvert. Les personnes atteintes de ces troubles ont souvent des lacunes amnésiques sur leur histoire personnelle, éloignée et récente. Une identité qui n'a pas les fonctions de commande, cependant peut avoir accès à la conscience en produisant des hallucinations auditives ou visuelles, par exemple une voix donnant des instructions. La démonstration de l'amnésie peut être atteinte par les indications d'autres personnes qui ont été témoins de comportements que le sujet nie, ou à travers les découvertes de la même personne, par exemple le fait de trouver des vêtements à la maison que le sujet ne se souvient pas avoir achetés. Pour comprendre la manipulation mentale et la façon dont elle est mise en œuvre sur une base quotidienne, il est important d'avoir quelques connaissances de base sur les principales fonctions de notre cerveau. Nous avons grandi, par exemple, avec la conviction que nous sommes nés avec un nombre de neurones donnés et que ceux-ci meurent lentement sans renaître. Les découvertes de neurosciences au cours de ces dernières décennies, cependant, ont montré que ce processus de dégénérescence est compensé par le fait que les neurones forment continuellement de nouvelles synapses et dissolvent les vieilles synapses. De plus, bien que dans une moindre mesure, de nouveaux neurones se génèrent dans les cerveaux, notamment dans certaines zones, en particulier dans l'hippocampe, à travers les phénomènes de la neuroplasticité. La capacité du système nerveux à modifier sa structure en réponse à une variété de facteurs intrinsèques ou extrinsèques et de s'adapter à des situations pathogènes telles que
l'AVC et les traumatismes. Ceci est possible grâce au changement dans les relations synaptiques avec l'utilisation de nouvelles connexions ou des connexions qui étaient inactives, phénomène de sprouting, bourgeonnement ou germination, indiquant les phénomènes du développement d'axones ramifiés dérivés de l'innervation terminale ou provenant des parties d'unités motrices adjacentes aux muscles dénervés. Le sprouting arrive si une fibre nerveuse normale se trouve à proximité de la fibre nerveuse dans la phase dégénérative. 2. À l'activation des zones potentiellement capables d'assumer la fonction d'autre R. 3. Au recrutement des fonctions supplémentaires par structure indemne du processus dégénératif. En particulier, sur ce sujet, je me réfère à ce qui est revendiqué par Deutsch, qui prend la règle générale « Neurons that fire together, wire together », c'est-à-dire les neurones qui déchargent ensemble forment des circuits communs, ces câbles ensemble. Sur la base de ces mécanismes très importants, il peut être déduit qu'à travers l'automanipulation ou bien la manipulation extérieure de l'activité cérébrale, la production des décharges simultanées des zones cérébrales responsables des fonctions différentes va lier ces fonctions ensemble, qui deviendront alors proches et solidaires, mais avec de graves difficultés si vous devez restaurer les modes de fonctionnement précédents. Un exemple parmi d'autres, ce qui s'est passé récemment en Corée du Nord à l'égard du cher leader, avec l'endoctrinement des écoliers à travers des chansons et des hymnes répétés, l'exaltation de la personnalité d'un leader féroce, que les gens ont pleuré à sa mort comme si c'était un membre de la famille étendu à la patrie. Un autre exemple est offert par le mode de présentation de la pornographie sur Internet, souvent basé sur une constante découplage scientifiquement programmée par des spéculateurs sans scrupules et hypocritement prétendu être une libération des mœurs entre le sexe et l'agressivité. La présentation de ces deux domaines d'expérience et du comportement comme interdépendants en réitérant leur combinaison dans des images à fort impact, de telles représentations rendent plus difficile au sujet qui les reçoit un retour au fonctionnement précédent, aux associations premièrement établies entre l'excitation sexuelle et certains des stimuli externes ou internes. Les structures neuronales, anatomiques et physiologiques se développent avec l'exercice et l'effort, stimulés par l'attention sélective et par la recherche active des stimuli et contextes. Je vais expliquer quelques phrases de cette diapositive. Notre cerveau est capable de traiter une quantité incroyable d'informations, plus de 400 milliards de bits par seconde, mais nous sommes conscients de seulement 200 bits. En pratique, nous sommes conscients d'un demi-milliardième de ce qui se passe dans notre cerveau. On peut distinguer différents niveaux de manipulation dans un domaine qui va des plus doux aux plus extrêmes. Parmi les premiers, on considère ceux au niveau linguistique, les médiatiques et les subhypnotiques. Entre les extrêmes, les privations et les contraintes obtenues par la manipulation des facteurs physiologiques, la violence, la torture et le traumatisme, et les facteurs physiques, électromagnétiques et acoustiques, et les chimiques. Manipulation linguistique. Une initiative objectivement peu acceptable comme une guerre, une loi gênante, la fiscalité,
peuvent être présentés en étiquetant avec un nom trompeur, car sémantiquement bon. L'utilisation répétée dans l'information journalistique et les débats politiques des formules telles que la lutte contre le terrorisme, la démocratisation, la libération, la sécurité collective, la restructuration, la guerre humanitaire, les missiles intelligents en sont des exemples communs. La répétition d'un message, si elle devient envahissante, si cela arrive plusieurs fois par jour, peut faire absorber les contenus et les implications du message comme s'il s'agissait d'un fait avéré, même quand ce n'est pas le cas. Armes de destruction massive de Saddam, les tours jumelles de Ben Laden. De même, en appliquant arbitrairement des noms odieux, répugnants, antidémocratiques, révisionnistes, terroristes, État voyous, vous pouvez obtenir l'effet inverse afin de frapper, délégitimer, discréditer, criminaliser les actions, les personnes, les idées qu'on n'aime pas. Le principe est toujours le même. Les entrées informationnelles ou inputs, si vous insistez bien, ont tendance à former des modèles inconscients chez les gens. Cela explique pourquoi les enfants sont éduqués et cultivés de cette manière. Par la répétition systématique et obsessionnelle de suggestions spécifiques visant à stimuler la création d'associations mentales et la réactivité d'un certain type. J'ai montré ici la diapositive avec la phrase de Chomsky sur l'école, parce que l'école n'enseigne pas la vérité sur le monde. Les écoles doivent recourir à inculquer aux étudiants la propagande de la démocratie. Si elle était vraiment démocratique, il n'y aurait pas besoin de les bombarder avec des platitudes sur la démocratie. L'utilisation répétée, cela explique pourquoi les enfants sont éduqués et cultivés de cette manière, par la répétition systématique et obsessionnelle des suggestions spécifiques visant à stimuler la création d'associations mentales et la réactivité d'un certain type. Grandir en répétant sans cesse et en écoutant la répétition des dizaines de milliers de fois ces messages, bien sûr, va graver au niveau émotionnel, cognitif et identitaire sur le bâtiment même de ce que l'individu sent alors comme réel, évident, essayé et confirmé. Prenons un exemple de l'endoctrinement quotidien. Dans notre société, chaque chaîne de la télé possède sa propre série populaire dans laquelle la police et la justice effectuent une action efficace, incorruptible, pour la protection du citoyen, alors qu'en réalité, nous observons une criminalité de plus en plus hors de contrôle et des institutions de plus en plus inefficaces. Manipulation émotionnelle, sociale, médiatique. Dans une définition récente de l'affectivité positive, Bellodi comprend les questions relatives au processus préparatoire et les relations automatiques cérébrales en œuvre pour optimiser la comparaison avec l'environnement intérieur ou extérieur. Actuellement, il y a une tendance à considérer les émotions comme des réponses complexes du cerveau provoquées par des configurations spécifiques des stimuli. Le cerveau doit avoir des systèmes d'évaluation qui lui permettent de donner un sens à des stimuli internes et externes. Les différents centres impliqués se conduisent en activant des circuits spécifiques. Il est un fait que l'étude des émotions est réalisée avec un plus grand engagement et des résultats dans certains domaines par la psychologie plutôt que par des psychiatres, qui, cependant, doivent faire face dans leur travail aux troubles de l'humeur
telles que la bipolarité affective, la dépression dite majeure, l'anxiété. Les résultats de loin les plus intéressants ont été atteints par la psychologie des consommateurs, qui étudie les réactions de l'utilisateur aux sollicitations de la publicité. Et on peut se demander pourquoi l'agent va dans cette direction, évidemment, pour la recherche. Les émotions peuvent précéder les pensées, se souvenir ou se produire simultanément avec elles ou après qu'elles souviennent. Dans tous les cas, elles façonnent profondément les systèmes et les comportements cognitifs, dont elles sont partie intégrante. Par exemple, l'émotion de tristesse dirige les pensées vers le pessimisme, les comportements hors de l'exploration de l'environnement et rappelle les souvenirs d'échecs et de pertes antérieures. Nous parlons de temps de récupération ou de périodes réfractaires pour l'intervalle de temps pendant lequel le cerveau est totalement immergé dans l'émotion et ne peut pas raisonner de façon lucide. Les facteurs de grande importance pour le déclenchement des émotions spécifiques et la facilitation de leur récidive sont l'environnement dans lequel une émotion est activée pour la première fois et les contextes émotionnels dans lesquels cela se produit. La manipulation de la réactivité émotionnelle est basée en grande partie sur ces paramètres. Émotions positives et négatives se produisent au cours de l'activation de différentes régions du cerveau et, ce qui est d'une grande importance, indépendantes les unes des autres. En d'autres termes, chez un sujet seul, on peut trouver une production excessive d'émotions négatives avec le maintien de la capacité de produire des émotions positives. Ceci est particulièrement le cas dans les anxiétés, mais pas dans la dépression. Dans cette dernière condition, il y a la tendance plutôt à une baisse généralisée de la réponse, quelle que soit la nature des stimuli émotionnels présentés. Voir Rothenberg et Johnson, 2007, à travers la définition du concept insensibilité au contexte émotionnel. Selon des découvertes récentes, il est possible d'identifier en chacun de nous un point distinctif d'équilibre entre les émotions positives et négatives produites, mesurées avec les techniques d'électroencéphalographie et des pointes. Ce point est défini comme l'humeur moyenne individuelle. Lorsqu'à cause d'une modification externe ou interne, une émotion se produit qui s'éloigne du point d'équilibre, le sujet a tendance à y revenir. Les émotions intenses, répétées, fréquentes, prolongées, avec périodes réfractaires longues, davantage si elles sont déclenchées dans un contexte non approprié à leur survenue, par exemple peur dans le milieu familial, pourront avoir des conséquences affectives graves à long terme, à savoir humeur et traits du tempérament. La plupart de ceux-ci est liée à des facteurs génétiques et ou constitutionnels, mais dans une certaine mesure modifiables par l'apprentissage. Différents niveaux de dysfonctionnement émotionnel sont caractéristiques de tous les états psychopathologiques, de la dépression à la schizophrénie. La détection et la quantification par des méthodes instrumentales de ces dysfonctionnements contribuent de manière significative à la classification clinique du patient. L'application des tests sur les changements de l'état émotionnel à la suite des stimuli audiovisuels selon des protocoles standardisés déjà établis et validés par la communauté scientifique, voire IAPS, International Affective Picture System, développé à l'Université de Floride, avec l'enregistrement des variables psychophysiques au moyen d'équipements appropriés, peut avoir d'importantes contributions dans ce domaine, voire en particulier les tests psychophysiologiques dans lesquels on évalue et quantifie les réponses évoquées par des stimuli somatiques et viscéraux avec valence affective, positive, neutre, négative, avec une intensité croissante, présentée de manière visuelle et acoustique.
Les réponses étudiées permettent la mesure du système nerveux autonome sympathique, réponse cutanée sympathique, des changements de la fréquence cardiaque et de la plétismographie, des changements des tailles de la pupille, de l'activité électromyographique. En outre, on analyse les ERP potentiels liés à l'événement, enregistrés sur la surface du crâne en réponse à des stimuli avec valence émotionnelle. Les réponses sont mesurées, soumises à des procédures de normalisation et d'évaluation statistique comparées à celles obtenues dans une population de sujets normaux. Les mesures psychophysiologiques ainsi enregistrées sont ensuite insérées dans une grille d'évaluation du patient individuel. Les études dites de neuromarketing ont montré que la zone encéphalique la plus impliquée dans la prise de décisions relatives à l'achat est le cortex préfrontal médial. Parmi les différentes techniques utilisées pour influencer ces processus et qui font l'objet de nombreux débats depuis les années 70, prenons celle basée sur l'utilisation des messages subliminaux qui agissent au-dessous du seuil de la conscience. La vision humaine peut percevoir une image dans un film uniquement si elle est présente dans au moins 12 images. La marque Coca-Cola, comme cela est bien connu, a d'abord inséré des séquences d'images plus courtes, ayant un contenu publicitaire dans certains films. Il s'est avéré que les spectateurs exposés à une telle publicité ont consommé 39% de plus de Coca-Cola. En 1978, dans de nombreux supermarchés américains, on a expérimenté une méthode subliminale basée sur la diffusion par haut-parleur de messages incitant à ne pas voler, à un niveau imperceptible consciemment, ce qui entraîna une réduction de 36% du vol à l'étalage. Le président Gianni Agnelli, dans sa lettre aux actionnaires de Fiat, a parlé des messages subliminaux avec lesquels sonoriser et les parfums étranges avec lesquels aromatiser ces usines afin d'augmenter la productivité et améliorer les ratios soumission travailleurs-entreprises. Et voici quelques exemples de pressions publicitaires indues exercées par email, reçues par des utilisateurs communs avec un langage courant qui tend à rappeler vaguement la culpabilité ou à éveiller l'attention avec des avertissements personnalisés. J'ai récemment envoyé un email pour vous faire savoir que j'ai créé un crédit de $100 en magasin afin que vous puissiez essayer la thérapie d'inversion, mais je ne suis pas sûr que vous ayez reçu l'email. Eh bien, le crédit va expirer dans 3 jours, donc je voulais essayer à nouveau pour voir si je pouvais entrer en contact avec vous. Grosse erreur. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre adresse. Je m'excuse, j'avais tort. J'avais tout à fait tort. Comme déjà dit, il s'agit d'expressions de dialogues quotidiens qui ont tendance à transmettre un sentiment de pseudo-connaissance chez le lecteur de manière à créer un sentiment de complicité et de respect de ce qui est proposé par des étrangers dont l'utilisateur ne connaît ni l'identité ni les objectifs réels. Manipulation subhypnotique. Ayant la conviction précédemment exprimée que les grands romanciers avaient déjà compris tout de l'âme humaine, beaucoup plus que les psychologues et les psychiatres, m'a compris, je préface ce sujet par une citation du grand Tolstoï de Guerre et paix, 1869. Le prince Vassili lui-même allait la lire, lui qui avait la réputation de lecteur exquis. Son art était celui de cliqueter outre les mots avec une voix sonore et chanteuse,
alternant chuchotements doux et gémissements désespérés, quoi qu'ils signifiassent, de sorte que seul le hasard décidait que les mots aient été accompagnés par un gémissement ou murmurés dans un souffle. Cette lecture devait avoir un sens politique. Erickson a développé une forme d'hypnothérapie qui, à son avis, permettrait de communiquer avec l'inconscient du patient. Ce type d'hypnose, très semblable à une conversation normale, induit une transe hypnotique dans le sujet. De cette manière, le thérapeute peut suggérer une solution à l'inconscient, en contournant la résistance et la suppression que la conscience opposerait au changement. La pratique de cette thérapeutique a ensuite été retravaillée par Binder et Grinder, les cofondateurs de la plus récente programmation neurolinguistique. La relaxation est la condition mentale la plus simple qui augmente la suggestibilité à travers l'abaissement du seuil d'attention. Le même effet peut être obtenu en faisant en sorte que les gens se fatiguent physiquement et ou mentalement ou en les ennuyant avec des tâches et des discours répétitifs ou bien en les distrayant par des stimuli appropriés, même érotiques ou sexuels. Même la musique a son importance car elle peut être très douce pour bercer ou au contraire utiliser le vacarme pour étourdir littéralement les personnes. Si à un public détendu en face de la télé est donnée une histoire avec un certain contenu, l'histoire classique que nous voyons dans les programmes de divertissement, on obtient l'induction de la transe, dans laquelle il est facile de réaliser des suggestions et des implantations mentales. La distraction est sans aucun doute la principale stratégie mise en œuvre par les moyens de communication de masse. Voir l'autre livre qui est absolument intéressant et divertir pour dominer, hein? Qui va très bien ensemble à gouverner par l'école. Ce que l'on a dit plutôt peut bien s'appliquer à la manipulation par les leaders dits charismatiques. Charismatiques? Charismatiques, qui réalisent ces objectifs à travers plusieurs étapes consécutives. Nous assistons à une première phase préparatoire avec de la musique, du divertissement agréable sans sa présence. Puis, dès qu'il arrive, dans sa présentation, dans la gestuelle et la façon de s'exprimer, il prend soin de montrer la confiance dans les doctrines qu'il expose et les moyens spirituels dont il se vante. En fait, lui, dans l'organisation, est la seule personne autorisée à avoir un ego, une volonté, une capacité de jugement. Il ne se propose pas comme un simple trendsetter, celui qui crée une tendance, mais aussi en tant que truth setter, celui qui établit la vérité, pour ainsi dire. Pour les convertis, c'est lui qui dicte ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Habituellement, son discours est lent, ponctué de rythmes précis, exclut toute hâte ou tension, a un effet hypnotique ou sous-hypnotique sur de nombreux auditeurs, qui se manifestent aussi physiquement, induisant des signes tels que la mydriase, à savoir la dilatation des pupilles. Un exemple récent de l'utilisation des techniques de communication efficaces visant à produire implications et croyances, agissant en particulier sur le plan émotionnel, peut être tiré des stratégies mises en œuvre au cours de la campagne pour l'élection présidentielle américaine par le président Obama. Parmi celles-ci, le pacing, calcage, imitation des traits, des rythmes, style expressif, gesticulation, respiration des gens avec qui vous interagissez. L'énoncé des objectifs largement partagés et la répétition d'affirmations indubitables, fiables, vérifiables et évidentes, induisant une réduction de vigilance critique dans celui qui écoute
tant et si bien qu'il peut accepter sans opposition critique tout ce que lui est proposé. On utilise avec profit l'élocution lente, rythmique, avec des pauses fréquentes, pacing respiratoire, et l'extension au-delà de la durée moyenne des interventions, avec une production d'images évocatrices que tout le monde peut facilement partager sans le filtre de l'évaluation rationnelle. Et voici les manipulations extrêmes. Shock and awe, choc et effroi. Cette technique est désormais appliquée à différents niveaux, à l'échelle mondiale, et consiste à produire dans les individus ou des populations entières des situations de choc pour les inciter à donner leur consentement ou du moins à ne pas s'opposer activement à un changement indésirable, une aggravation des conditions de vie ou une restriction de liberté. L'exemple le plus récent et significatif, une fois de plus, nous vient des États-Unis. Après les chocs collectifs provoqués par la catastrophe des tours jumelles, le gouvernement des États-Unis ou d'autres gouvernements occidentaux ont pu promulguer des lois répressives et mener des guerres qui, sans l'effet de surprise avec la crainte et l'anxiété consécutives, auraient rencontré une opposition beaucoup plus dure. Effet choquant produit par la plupart par des causes diverses, des catastrophes liées à des facteurs biologiques et géophysiques tels que les épidémies, les tremblements de terre, les pandémies, à celles produites par les déséquilibres économiques et politiques comme les récessions, les crises, les effondrements boursiers, la faillite de grands groupes industriels ou bancaires, les guerres, les coups d'État sont normalement utilisés pour pousser l'opinion publique dans une certaine direction, pour induire en elle des associations mentales spécifiques. L'anxiété engendrée chez les conducteurs de voitures par l'institution du dimanche avec la circulation des plaques d'immatriculation alternées induit l'objectif d'épargner de l'énergie et sauvegarder la santé, finit ainsi paradoxalement dans la promotion pas d'une conscience sociale et écologique accrue, mais de la disponibilité à accepter hausse des prix énormes et injustifiée des combustibles, juste pour garder les privilèges de la libre utilisation de sa propre voiture. Un autre exemple pourrait être les pannes d'énergie qui se sont produites en Italie il y a quelques années, immédiatement utilisées pour relancer la nécessité présumée des centrales nucléaires. Cette affaire appartient à ce que l'on appelle stratégie des problèmes, réaction, solution. En possédant la solution, les centrales nucléaires, le problème est créé, les pannes d'énergie. Et on attend la réaction, presque toujours émotionnelle, des masses pour l'exploiter à son profit. Le debunking ou discrédit est une technique de manipulation qui consiste à produire des critiques pseudo-scientifiques ou pseudo-rationnelles sur les théories et les informations qui vont contre la pensée dominante, officielle, ou à discréditer ceux qui propagent ces théories et informations. Les démolisseurs attaquent avec des messages simples, courants, principalement au niveau émotionnel, en dirigeant ce coup à l'inconscient plutôt qu'à la logique. Ces attaques ne concernent pas le contenu, mais visent à discréditer la source et l'auteur au niveau moral. On revient à Pavlov. Inhibition transmarginale. Ça, c'est notre essai est dédié à Pavlov, à la mémoire d'Ivan Petrovitch Pavlov et ses chiens, car il a expliqué beaucoup de choses. Inhibition transmarginale. Les études sur les mécanismes qui gouvernent l'apprentissage, conçu comme toute modification relativement permanente du comportement qui a lieu au nom de l'expérience,
ont commencé, comme il est bien connu, à partir des expériences très renommées effectuées sur les chiens par le physiologiste russe Pavlov, qui a affiné les modèles du conditionnement classique repris et réélaborés par le behaviorisme. Il montre qu'un stimulus neutre, par exemple la lumière associée à un stimulus inconditionné alimentaire, peut acquérir après un certain nombre d'associations la capacité de provoquer la réponse inconditionnée, salivation, même en l'absence du stimulus inconditionné. Moins connues sont les expériences de Pavlov menées sur les effets du stress sur les comportements animal et humain, sur lesquels est fondée une partie des procédures de manipulation les plus hallucinantes et anéantissantes, mises au point pendant les siècles derniers. Il a fait remarquer qu'au-delà d'un certain seuil de stress, variable selon l'animal, les réponses conditionnées et celles habituelles étaient modifiées. Les processus illustrés par Pavlov étaient composés de 3 phases. Et vous pouvez voir ici. Première, la phase équivalente. Réponse à différents stimuli avec une même intensité. 2. La phase paradoxale. Réponse uniquement aux stimuli faibles. 3e, la phase ultra-paradoxale. Production de déstructuration, c'est-à-dire l'anéantissement de la configuration des points de repère habituels, avec des manifestations hypnoïdes et une susceptibilité particulière au reconditionnement. Une technique particulièrement violente de manipulation qui est basée sur les mécanismes mentionnés ci-dessus et dans de nombreux cas appliqués aux prisonniers de guerre, aux dissidents politiques, mais aussi dans les organisations militaires qui sont particulièrement rigides et agressives, dans les sectes religieuses qui sont ultra-fondamentalistes ou dans les organisations criminelles et les lavages de cerveau, brainwashing. Avec ce terme, nous entendons l'élimination systématique et parfois forcée d'idées consolidées pour être remplacées par la pression psychologique et l'abus de la position dominante individuelle ou des groupes. Ce qu'on appelle thought reform, réforme de la pensée, est au contraire envisagé comme une technique plus subtile que le lavage du cerveau. Lifton a décrit le processus de réforme de la pensée comme la combinaison d'une coercition qui vient de l'extérieur et des prédispositions ou facteurs intérieurs comme les sensations de culpabilité et de honte. Dépendance chimique. Dans notre société, l'utilisation répandue des substances psychotropes est énorme. Les effets de certaines de ces substances psychoactives peuvent contribuer à inhiber la capacité de jugement autonome et d'action dans les sujets et à augmenter les chances d'être soumis à des conditionnements et des suggestions. Le système actuel de diagnostic de référence sur la base des propositions de l'American Psychiatric Association, avec ses manuels diagnostiques statistiques selon lesquels les critères d'inclusion des marqueurs diagnostiques sont très augmentés, contribue à l'expansion disséminée et injustifiée des dépendances chimiques. Il en résulte la possibilité de médicaliser toujours plus de domaines de population, ce que nous appelons des conditions sous seuil, chez les enfants et les adolescents, ou les situations jusqu'à présent considérées comme des réactions aux événements de la vie. Le deuil, de nos jours, est considéré comme un équivalent de troubles dépressifs. Manipulation électromagnétique. Au centre d'un débat animé se trouve la recherche sur les effets des champs et des rayonnements électromagnétiques sur le fonctionnement mental et sur les dommages que ces ondes peuvent causer à notre santé. Les récentes conclusions du comité spécial de la Commission européenne en 2007 indiquent que l'exposition aux ondes magnétiques des téléphones portables, 800 MHz, en particulier dans l'enfance, modifierait le cycle du sommeil et augmenterait l'incidence des maux de tête en agissant sur les centres de surveillance et de stress. Des positions discordantes sont soutenues d'un côté par l'école des canaux en neurologie, par l'école des canaux ioniques, sur la base de l'interprétation des processus neuronaux dans une perspective thermique plutôt qu'électrique,
qui estime les impulsions nerveuses à la manière des décharges activées par les mouvements des ions et se concentre sur la mesure de la différence des potentiels entre les membranes et sur la production des potentiels d'action, et d'autre part par l'école épiphénoménaliste qui explique le fonctionnement des neurones par les lois de la mécanique quantique et en se concentrant sur les effets de la polarité de la charge électrique sur les neurotransmetteurs chimiques et les traitements de l'information, qui ne seraient pas seulement contenus dans les potentiels d'action uniques, mais dans différentes fréquences de décharge auxquelles le neurone peut transmettre. Celles-ci varient selon les variations de température ainsi que par la simulation sensorielle effectuée par des champs électriques ou magnétiques très petits. L'interaction a été constatée entre les systèmes nerveux et une large gamme de fréquences produites par les appareils électroniques. Le rayonnement électromagnétique produit une résonance avec l'effet d'une vibration sur une autre et la variation de la fréquence de la vibration d'origine. On parle dans ce cas de résonance sensorielle. Les fréquences à prendre en considération sont celles dans le VLF, très basse fréquence, des électroménagers et les lignes électriques, les moyennes de la radio en modulation de fréquences, télé et communication mobile, et les fréquences de la très haute fréquence, des fours à micro-ondes et des satellites. Parmi les symptômes produits par les rayonnements électromagnétiques, l'on peut considérer des effets physiques directs, tels que des tremblements, ptosis, abaissement de la paupière, des changements dans le temps des réactions nerveuses, des changements dans le profil du sommeil, des changements dans l'activité électroencéphalographique et même l'autisme infantile. Et de ça parle cet auteur Thornton en 2006. On a considéré l'apparition possible de graves dommages causés par des armes qui utilisent des micro-ondes dans le domaine de la fréquence ultra haute, telles que des hallucinations auditives et visuelles, blocage généralisé des afférences sensorielles, arrêt de la pensée, une douleur intense et généralisée. Armes sonores, et ça c'est la dernière des manipulations dont je parle. Parmi celles-ci, il y a des armes d'action psychophysiques, comme des canons à infrasons de haute puissance et basse fréquence, utilisés par le gouvernement contre les foules indisciplinées, capables de causer mal de tête, somnolence, paralysie temporaire et cycle menstruel anormal. Cette arme, dont on parle dans un mémorandum paru en 1991 de Paul Wolfowitz, intitulé « Avons-nous besoin d'une force non létale pour la défense ?» fut par la suite utilisé par le gouvernement français contre les foules houleuses et en 1983 probablement par le gouvernement britannique contre les femmes pacifistes cantonnées près la base de Greenham Common en signe de protestation contre le déploiement des missiles nucléaires Cruise. Ensuite, il y a les radioarmes, capables d'interférer avec le fonctionnement du cerveau, même à une grande distance et à grande échelle. Les effets vont des maux de tête aux états émotionnels induits et aux troubles de la circulation sanguine. Cette famille d'armes exploite les flers réfléchissants de certaines couches de l'atmosphère pour favoriser la propagation des ondes rayonnées sur de grandes surfaces éloignées. Ces systèmes d'armes, développés dans les pays alors communistes, faisaient aussi partie des programmes Woodpecker, Pivert, et HARP du département de la défense des États-Unis installés en Alaska, ainsi que d'autres projets de l'armée et de la marine américaine. En France, des chercheurs de l'IRCAM, Institut de la recherche et coordination acoustique musique, travaillent avec la recherche et développement militaire sur de telles armes. Source, une conversation de couloir en 1998 entre deux cours avec une étudiante qui parlait du job de son père. Et venons à la conclusion, les défenses possibles. J'en parle brièvement.
Et à ce stade, seulement une brève synthèse. Et pour la manipulation électromagnétique, blindage, évitement. Pour la manipulation linguistique, relationnelle, affective, deux possibilités, prévention à distance, prévention des proximités. Prévention à distance, l'enseignement, l'étude, les modes de vie, les intérêts, les relations, la sécurité, la métacognition. Et avec ça, je dis un type de l'autoréflexion sur le phénomène de la possibilité cognitive, très probablement propre à l'espèce humaine, de distanciation, auto-observation et réflexion sur ses propres états mentaux. Et prévention des proximités. Identifier les manipulateurs, stop and think, s'arrêter et réfléchir, emotional stand-back, détachement émotionnel, et reality check, vérification de la réalité. Repérer les menteurs. Hésitation, changement d'orientation, faute d'orthographie, de langue ou de distanciation indirecte, par exemple, cette femme, qui ne font pas partie des répertoires habituels de la personne, lapsus, déclaration invraisemblable, contradiction entre ce qu'il a dit à des intervalles différents, et affirmation contredite par d'autres faits, ton de la voix, les gestes, allure généralement courte, liée à des fragments gestuels, et la posture. Il est plus facile de contrôler les mouvements du visage, les plus suivis par l'autre partie, et non pas ceux du corps, dont celui qui veut mentir ne se soucie pas. Quand il tend à masquer les émotions négatives, on peut observer la réduction des mouvements des mains qui illustrent le discours, l'exécution fréquente d'un fragment d'ossement d'épaule avec l'élévation de la voix. Stop and think. Si l'on vous fait une proposition ou une demande, refusez. Ou au moins faites un stop and think, c'est-à-dire arrêtez et pensez. Prenez une pause pour réexaminer la situation dans son ensemble, le contexte et comment la proposition s'inscrit dans le contexte. Attendez une demi-journée et réexaminez tout. Dans la matinée, notre sensibilité et notre capacité à l'analyse sont différentes de la soirée. Et vice-versa, de sorte que nous puissions nous rendre compte des aspects des choses qui auparavant étaient hors de notre compréhension. Emotional stand-back, distanciation émotionnelle. Ne soyez pas impliqué émotionnellement ou psychologiquement parce que le simple fait de se plonger ou de se laisser tremper dans une situation ou une expérience ou une pratique quelconque, tout ça compromet la prise de conscience de la valeur relative de la situation ou de l'expérience ou de la pratique. Reality check, vérification de la réalité. Tout vérifier personnellement et principalement en se basant sur l'expérience personnelle et récente. Si vous pensez que vous ne serez pas à même de vérifier les choses, demandez l'avis d'un professionnel compétent, indépendant, lié au secret et payé par vous pour examiner les contenus de communication que vous recevez, en contrôlant s'il n'y a que la forme ou le contenu, et si le contenu est concret et précis, vérifiable ou fumé, ou si l'interlocuteur énonce ou bien tend à cacher les sources sur lesquelles il fonde ses revendications. J'ai entendu, on m'a dit, il y a rumeur, il semble que, les écritures nous disent que, etc. Si c'est le cas, demandez au manipulateur d'expliquer où le manipulateur veut en venir, ce qu'il veut en signifier et les sources sur lesquelles il s'est fondé. Essayez de les confronter en privé, sans la présence de ses partisans qui les soutiendraient en vous mettant en position d'infériorité. On peut conclure avec la philosophie essentielle des neuroesclaves. Le succès dans la lutte contre les manipulateurs n'est possible qu'avec des individus ou des groupes motivés et prêts, de préférence avec une formation spécifique. Ceci est le but raisonnable des neuroesclaves, contribuer à la connaissance, à la survie d'une pensée libre, critique, consciente, dans un environnement politico-économique de plus en plus intéressé et engagé dans son extinction.